بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. على كل حال اليوم في منتدى المجاهد، منتدى الذاكرة اللي نظموه كل أربعاء. هذا اليوم هو خصيصا لأن راح نختتم هذا الأسبوع هذا أو هذا الموسم هذايا. حبينا باش يكون اختتام حول المناضل الزعيم نيلسون مانديلا في اليوم العالمي، وكما جرت العادة نستمع إلى النشيد الوطني لجنوب أفريقيا ثم النشيد الوطني الجزائري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. والآن نستمع إلى الناشدين الوطنيين جنوب أفريقيا والجزائر.
إذا قبل أن نحيل الكلمة إلى سيد إبراهيم تخروبة الرئيس المدير العام لجريدة المجاهد، أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى المناضل والمجاهد والدبلوماسي نور الدين جودي، لأنه الآن هو في المستشفى وخرج سبيسيالمون وفاء لنضال ولروح الزعيم نيلسون مانديلا باش يحضر معنا هذا المنتدى ويعاود يرجع، وهذه شجاعة وراح تسجلوا في التاريخ إن شاء الله. بارك الله فيك. تفضل سيد المدير العام. Assalamu alaikum. Messieurs les ambassadeurs de Cuba, ambassadeurs du Nicaragua, ambassadeurs de la Tanzanie, Monsieur Mohamed Lamine Bali, le représentant de la République arabe sahraouite démocratique, Monsieur le représentant de l'ONU, Monsieur le représentant de l'Organisation nationale des Moudjahidines, chers invités, chers consoeurs, chers confrères, marhaba bikoum, ahlan wa sahlan bikoum. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de Mandela, coïncidant avec le 18 juillet qu'on a décalé pour aujourd'hui. C'est une journée, comme vous le savez, qui a été créée par les Nations Unies en 2009 pour rendre hommage à l'héritage de Nelson Mandela en tant que militant pour la paix, la liberté, la justice sociale et les droits de l'homme. Quand on parle de Mandela, bien évidemment, on évoque l'icône de la liberté, le combattant infatigable contre l'apartheid, mais on sait également combien l'Algérie a été un tournant fondamental dans la vie de ce militant. Ce pays qui lui a offert bien plus qu'un refuge, il lui a offert une arme, un espoir et une fraternité indélébile. En 1962, alors que Mandela allait transformer sa lutte pacifique en résistance armée contre l'apartheid, il trouva en Algérie une terre de solidarité et de soutien. C'est là, au lendemain de la guerre d'indépendance, qu'il reçut sa première formation militaire, là où le peuple algérien venait de régler son compte au colonialisme français. Mandela n'a jamais oublié cette séquence importante dans sa vie de militant. Lorsqu'il fut libéré après 27 ans de prison, en février 1990, l'Algérie a été l'un des tout premiers pays qu'il a visité, et c'était en mai 1990, quand il exprima publiquement sa reconnaissance en déclarant notamment « L'Algérie m'a fait homme, sans elle je ne serais pas devenu ce que je suis ». C'était sa manière franche et sincère de dire merci à l'Algérie qu'il a adoptée. Aujourd'hui encore, cette amitié entre les deux pays, l'Algérie et l'Afrique du Sud, a traversé des générations. Il nous rappelle que les luttes ne connaissent pas de frontières et qu'il suffit parfois d'un geste, d'un accueil pour changer le destin d'un peuple, voire même d'un continent. Chers invités, chers ambassadeurs, on a peut-être tout dit sur Mandela, mais rien n'a été dit. Et que puis-je, moi, dont l'âge est plus petit que l'expérience de ce monsieur ici présent parmi nous, qui a eu le courage immense de quitter son lit d'hôpital pour venir rendre hommage à Mandela. Je vous demande de l'applaudir encore une fois plus chaleureusement. Et merci, shukran, merci d'être venu. يعطيك الصحة. شكرا سي إبراهيم. بون ما رايحينش نطولوا بزاف نظرا لظروفه الصحية. وبالمناسبة قبل الختام اخواننا في الجمهورية العربية الصحراوية باسم الشعب الصحراوي رايحين يكرموه اليوم، لأن الموضوع هو يتناول نيلسون مانديلا والقضية الصحراوية. دونك سي نور الدين مرحبا بك، وقول لنا واش حبيت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعتقد بأن حالتي الصحية تمنعني على خطاب طويل، وأعتقد بأنه
لا يمكن لي يعني لا يمكن خطابي لا يكون يعني مثل ما نحبه يكون. وبالخصوص يعني اليوم عندي صعوبات باش نتكلم يعني، وراح نكون يعني مختصر جدا في تدخلي. وأولا بودي أن نشكر بجزيل الشكر السيد المدير العام للجريدة اللي عندها اسم يعني اسم مقدس، المجاهد. وبعدين سي محمد بطبيعة الحال الذي حاول أن ينظم هذا الملتقى، بالرغم بأنه بالأول من المواعيد الأول كنا أجلناه لأنه كنت في المستشفى ما سمحوليش بالخروج. على كل فاستسمح منكم أنه راح تكون خطابي مختصر، وراح نأكد على أشياء لما مش معروفة من بعض الناس أو من عدد من الناس، وبالخصوص في خطوة في حياة نيلسون مانديلا اللي كانت خلقت نوع من سوء التفاهم للبعض، لأنهم مش عارفين ما هو البرنامج تاع أو التخطيط تاع مانديلا. ما كانش عندهم يعني فكرة كاملة. كانوا يعني بدأوا يتكلموا يعني بصفة سطحية، مش عارفين الحقيقة على موقف الرئيس مانديلا. وإذا سمحتوا سنحاول يعني نتكلم على ما عشته شخصيا وما تعلمته في قضية نيلسون مانديلا، وبالخصوص كيف يعني تنقل من فترة من الوقت لما كان لم يقبل أبدا استعمال العنف أو السلاح أو التحرك بالسلاح، إلى موقفه الأخير بالنسبة إلى الصحراء الغربية، وكان موقف يعني نبيل. فاسمحوا لي إذا لأول مرة راح نتكلم على فترة من حياة مانديلا اللي ماهيش معروفة، واستسمح لإخواني وأصدقائي من جنوب أفريقيا. على كل حال أولا بودي أن سلم على أصدقائي وإخواني، فمنهم بطبيعة الحال mis compañeros de Cuba y de فنزويلا. وبطبيعة الحال أمامي يعني نشوف قدماء مجاهدين اللي سبقوني في العمل في الحقيقة. وفي نفس الوقت بنا رئيسي تنزانيا. وعلى كل سمحت نستفح منكم إذا كان عندي صعوبات اليوم بالتكلم، سواء كان بلغة الشريفة الرسمية اللغة العربية، وسندخل بلغة أجنبية. Pour comprendre la démarche d'un chef d'État ou d'un responsable, il faut d'abord bien connaître quel a été son cheminement, la partie de la vie que l'on ne connaît pas. S'agissant du président Nelson Mandela, j'ai eu l'avantage de me retrouver en 1963 à Dar es Salaam, à l'époque au Tanganyika, où j'ai pu déjà être avec un homme remarquable qui s'appelait Johnny McCarthy, qui m'a appris beaucoup de choses. Et puis surtout en 1962, avant notre indépendance, lorsque Nelson Mandela est venu nous voir à l'état-major de l'ALN, et à l'époque il avait dit « I've come to get inspiration ». Je viens m'inspirer de la révolution algérienne. C'était une étape extrêmement importante,
Et j'ai été le seul témoin avec le regretté Si Jamal Shrib Qassem, qui avait été désigné par Sibomouddin pour discuter avec lui. J'étais à l'époque commissaire politique au sein de l'ALN et j'étais le seul anglophone. Et c'est à partir de là que j'ai pu entretenir une amitié profonde avec Mandela, puisque j'ai eu à l'emmener en zone opérationnelle, puis ensuite au camp d'entraînement, etc. Et là, j'ai eu à connaître Mandela dans le fond, dans ce qu'il ne disait pas. J'ai été surpris de voir que Mandela, avant de discuter avec nous, avait une connaissance très profonde de l'histoire du militantisme de l'Algérie. Dans sa détention, dans la période de détention à Robben Island, il s'était instruit de tout ce qui se passait au niveau de la révolution du 1er novembre 1954 et même avant. J'ai été étonné de voir qu'il connaissait parfaitement l'histoire du militantisme algérien et c'est une des raisons qui l'a amené à prendre une décision à l'égard du roi Hassan II. Et là, il y a eu peut-être une méconnaissance de certains qui n'ont pas compris pourquoi le président Mandela avait retardé un petit peu la reconnaissance de la race, parce qu'il voulait mettre Hassan II au pied du mur. Et il voulait le mettre au pied du mur par toute la connaissance qu'il a acquise de la démarche algérienne, jusqu'à un détail qui jusqu'à maintenant est méconnu. Après la création de l'OUA, en 1964, la délégation algérienne avait proposé un modèle de résolution pour l'OUA qui parlait de la libération totale de l'Afrique du colonialisme et de l'apartheid. On a même demandé à ce que, spécifiquement, qu'on ne parle pas simplement de colonialisme français, britannique, etc., mais qu'on n'oublie pas le colonialisme espagnol aussi. Et donc l'objet de la résolution, et je vous expliquerai pourquoi je la cite, c'est que la délégation algérienne a demandé la libération spécifiquement du Sahara occidental, des présides de Ceuta, Melilla et les îles Jafarines et des Canaries, et même des Canaries. Et ce que je voudrais souligner, c'est qu'à l'époque, sur instruction de Hassan II, ils avaient appuyé la démarche algérienne. C'est-à-dire que le Maroc s'était joint à notre idée de libérer le Sahara occidental. Alors vous voyez comment il y a eu par la suite un retournement spectaculaire pour redevenir ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire quelqu'un qui parlait beaucoup plus au nom d'Israël ou de la France plutôt que de son peuple. Je tenais à vous donner cette information parce qu'elle n'est pas connue, que le Maroc avait soutenu l'Algérie dans la demande de la libération de ce qu'on appelait le Sahara occidental. Donc c'était quelque chose de très particulier. Ceci étant, je voudrais expliquer pourquoi Mandela dans son parcours a été marqué par deux démarches. Au départ, lorsqu'il était étudiant dans la seule université noire autorisée par l'apartheid à Fort Hale, il n'était pas encore militant. Lui et Oliver Tambo étaient des amis intimes à l'université, et un jour, un des piliers de l'ANC, le grand militant, Walter Sisulu, les a contactés et leur a demandé de rejoindre les rangs de la jeunesse de l'ANC. C'est comme ça que Nelson Mandela, dès le départ, a commencé à activer dans les rangs de l'ANC comme dans le mouvement des jeunes de l'ANC. Plus tard, lui et
et Oliver Tambo, qui étaient absolument inséparables, ayant terminé leurs études, ont ouvert un cabinet à Johannesburg, pas pour se faire de l'argent, mais pour aider les Sud-Africains démunis à avoir des avocats pour défendre leur cas. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et par ailleurs, Mandela a commencé à une action militante de fond concernant la lutte contre l'apartheid. Et c'est à ce stade que Mandela ne croyait pas en comment on appelle ça, la résistance civile. Enfin, il était très marqué par la démarche de Gandhi. Et il adoptait la doctrine de Gandhi, c'est-à-dire une démarche pacifiste. Et ça rejoint un peu ce que nous avions nous-mêmes, puisque nous avons mené inutilement des années de militantisme dans le cadre de partis, mais dans le cadre autorisé par le colonialisme. Et c'est pour ça que le FLN a eu cette idée de génie, de dire il n'y a pas de solution possible en passant par les partis, il faut absolument engager la lutte armée, quelles que soient les circonstances, parce que mener une lutte armée dans une guerre asymétrique où l'ALN a très peu de moyens, face à la 4e puissance militaire du monde, la France, et ce que peut-être les gens n'y pensent pas, mais le fait que la France cherchait une revanche sur l'humiliation de la défaite de Dien Bien Phu. Donc, à partir du moment où la lutte armée a commencé en Algérie, il cherchait à effacer l'humiliation du Vietnam pour dire nous allons rétablir l'autorité française en faisant la guerre au Félaga. Alors, je dis ceci parce que lorsque Mandela est venu nous voir à l'état-major, on a été surpris de voir le degré de connaissance qu'il avait de l'Algérie. Depuis le militantisme qui remontait jusqu'à Messal El-Hajj et l'étoile nord-africaine, jusqu'au déclenchement du 1er novembre 1954 et les principes fondamentaux qui ont présidé au déclenchement. Mandela, donc, par la suite, ne croyait pas à la lutte armée, mais il pensait que la doctrine de Gandhi était effectivement un moyen de lutte, mais l'Inde n'était pas l'Afrique du Sud. Et il a fallu la prise en conscience du massacre de Soweto et d'autres massacres qui ont réveillé une certaine de conscience nouvelle chez Mandela, qui a dit maintenant la preuve est faite que l'apartheid ne peut être détruit que par la lutte armée. Et dans son esprit, il y avait des pays africains qui étaient indépendants et qui pouvaient peut-être l'aider à accomplir la tâche auquel il est arrivé, parce qu'en progressant de la jeunesse sud-africaine jusqu'à devenir un leader de l'ANC. Oliver Tambo, lui, était devenu le président de l'ANC et Nelson Mandela a été nommé chef de l'état-major de Mkoto Usizwe, c'est-à-dire la future armée de libération sud-africaine. Et c'est pour ça qu'il est venu nous voir en 1962. Il voulait s'inspirer de notre démarche. Et après cela, donc il est retourné, il a laissé... L'apartheid avait pris une mesure qui était vicieuse. Il savait que le duo Mandela-Oliver Tambo était dangereux. Il a donc décidé, faute de pouvoir trouver des arguments dans le premier procès pour condamner Mandela, il a préféré séparer les deux amis. Et ils ont décidé d'exiler Oliver Tambo, de le renvoyer d'Afrique du Sud pour qu'il n'ait plus de contact avec Mandela. Et Mandela, lui, évidemment, était resté en Afrique du Sud. Donc il y a tout cet arrière-plan que je voulais dire, parce qu'il expliquera pourquoi le président Mandela, à un moment donné,
a souhaité que l'on retarde quelque peu la reconnaissance de la race avec un plan bien déterminé. J'étais à l'époque à Pretoria, en Afrique du Sud, comme ambassadeur, et il y avait également notre ami et frère, c'est Mohamed Ould Selk. Et on avait organisé, vous savez, une cérémonie pour annoncer la reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique. Et on avait tout prévu, le lever des couleurs, etc. À la dernière minute, Madame Zouma, qui était ministre des Affaires étrangères, est venue nous dire, avec beaucoup de gêne, qu'il fallait retarder cette cérémonie et retarder un peu la reconnaissance. Évidemment, pour C. Mohamed Ould Selk et moi-même, ça a été un peu un choc. Mais aussi bien lui que moi avons compris les raisons de cette démarche. Parce que beaucoup ont pensé que Mandela, maintenant qu'il a été président, il ne se préoccupe plus des mouvements de libération. Ce qui était faux. Il faut rappeler simplement que lorsque Mandela était président, il a refusé de renouveler la présidence après un an d'exercice et il a choisi un Mbeki pour le remplacer. Mais lorsque Mandela a commencé à parcourir le monde et que les États-Unis ont manifesté leur mécontentement sur sa reconnaissance et son soutien aux Palestiniens et aux Sahraouis, Mandela était très ferme. Il leur a dit « Ce n'est pas à vous de choisir mes amis. Mes amis, ce sont les Palestiniens, mes amis, ce sont les Sahraouis. » Là, la position était très nette. Pourquoi avait-il demandé ce léger décalage? Parce qu'il voulait mettre le roi Hassan II au pied du mur. Et il lui a rappelé certaines choses en lui disant vous avez soutenu le projet algérien pour l'indépendance du Sahara. Vous avez prétendu soutenir les mouvements de libération. En fait, c'était Mohamed VI, Mohamed V, qui avait reçu ce qu'on appelait à l'époque le CONCP. Mais Mohamed V avait évolué et qu'il était devenu un soutien à la révolution algérienne, ce qui n'était pas le cas de Hassan II. Hassan II, déjà, nous appuyait verbalement, ce qu'on appelle en anglais lip service, dans les discours, dans les interventions des Nations Unies, mais dans les faits, nous avons connu énormément de problèmes avec Hassan II depuis l'époque où le Maroc a été déclaré indépendant jusqu'à notre indépendance. Donc il a dit à Hassan II, vous avez affiché publiquement votre soutien au mouvement de libération. Et je ne nie pas le fait que votre père avait soutenu les délégations de la CONCP et elle soutenait le mouvement de libération. Et vous qui êtes venu après lui, vous avez changé d'attitude. Alors, ce que je vous dis, c'est ceci. De deux choses l'une. Ou vous corrigez votre démarche, je vous donne 6 mois au maximum, ou vous appliquez à la lettre la résolution de Nairobi sur le référendum pour le Sahara et qu'il prévoyait que 2 options possibles, l'indépendance ou le rattachement au Maroc. Et qu'il faut que vous respectiez cette décision-là, qui est la décision de l'Afrique. Et là, Hassan II s'est trouvé coincé parce que, en approuvant la résolution de Nairobi, qui parlait du référendum avec ces 2 options, il avait même applaudi la résolution, mais avec des arrière-pensées. Sitôt retourné à Rabat, il a dit le référendum ne peut être qu'un référendum de confirmation. Seul le rattachement au Maroc existe. Et c'est un des points que Mandela a eu l'occasion de lui rappeler. Donc, si vous voulez, lorsqu'il a dit « retardons un peu la reconnaissance », c'était pour se donner les moyens de dire à Hassan II « je ne peux pas nier le fait que votre père
nous a quelque peu aidés. Mais puisque vous continuez à prétendre que vous aidez les mouvements de libération, eh bien, je vous demande d'appliquer la résolution de l'OUA à la lettre. Si vous ne le faites pas, à ce moment-là, je déclarerai publiquement la reconnaissance de la race par l'Afrique du Sud. Et c'était les instructions qu'il avait données à Mbeki. Et ça, c'était des choses que les gens ignoraient. Je pense que c'est Mohamed Ould Selk a dû avoir des explications. Et moi-même, j'ai été informé de cette démarche par mes amis sud-africains lorsque j'étais là-bas. Donc il y avait, dans le fond, il n'y a pas eu de changement d'attitude de Mandela à l'égard de la libération de tous les peuples, même, puisque même en prison, même en détention à Robben Island, il continuait à s'informer de ce qui se passait au Sahara et en Palestine. Et c'est pour ça que, officiellement, il a déclaré à ceux qui lui demandaient pourquoi il soutenait le mouvement de libération, il a dit qu'il y a une décision africaine, et pas une décision de Mandela. C'est une décision africaine que je soutiens, à savoir l'application stricte de la résolution de Nairobi, qu'on a transmise par la suite à l'ONU. Et à partir de ce moment-là, Mandela a commencé à faire une espèce de tournée mondiale dans laquelle il posait le problème de la Palestine et le problème du peuple sahraoui. Il n'a pas changé. Dans le fond, il n'a pas changé. Le seul changement, c'est qu'il était passé de l'influence de Gandhi, la non-violence, il est passé à la nécessité de former une armée de libération. Et ça, je crois qu'il le doit beaucoup à la rencontre qu'il a eue à l'état-major de l'ALN, qui lui ont expliqué que dans les circonstances en 62, on formait des combattants pour déclencher la révolution armée dans toutes les parties de l'Afrique. Mais malheureusement, pour l'Afrique du Sud, on avait une espèce de ceinture de sécurité, puisque les Portugais occupaient le Mozambique, ils occupaient l'Angola, et que les Anglais occupaient ce qu'ils appelaient la Rhodésie du Nord et la Rhodésie du Sud, les futurs Zimbabwe et Zambie. Donc tout cela, Mandela l'a diffusé partout où il se rendait. Et il est allé encore plus loin. Lorsque son petit-fils est venu ici pour la première fois, et qu'on m'a appelé pour le rencontrer, parce qu'il a demandé un bois, il m'a dit, mon grand-père m'a dit, il faut que tu ailles en Algérie, qui nous a aidés et qui a été le seul pays à nous fournir ce qu'il faut sur le plan de la mobilisation de sa diplomatie, etc. Et arrivé en Algérie, n'oublie pas de demander à voir mes deux amis, Jamal, comme il disait, Jamal, Cheikh Qassem, et mon frère Nordin. Donc, on a été constamment, le petit-fils de Mandela a reçu l'ordre pratiquement de Mandela de se rendre de nouveau en Algérie et de remercier l'Algérie pour ce qu'elle a fait et d'apprendre un peu ce qu'est la démarche diplomatique algérienne. Donc, tout ceci pour dire que il faut quand même lorsqu'on a l'impression qu'un pays a changé d'opinion, il faut essayer d'abord de ne pas avoir une réaction brutale, à chaud, sans connaître les fonds. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la réaction du président Tebboune lorsqu'il y a eu ce revirement de Goïta au Mali. Il était facile pour l'Algérie à ce moment-là d'activer le mouvement Touareg. On ne l'a pas fait. Le président Tebboune a été très sage en disant « je ne réagirai pas à chaud ». Donnons-nous le temps aux Maliens de comprendre l'erreur qu'ils font. Un jour, ils comprendront. Alors ça, c'est cette espèce de ligne continue, depuis le 1er novembre 1954 jusqu'à Tebboune aujourd'hui.
on a toujours eu cette idée d'être des gens qui soutiendront, qui ne cesseront jamais de soutenir les peuples qui sont encore sous domination coloniale ou raciste. Et c'est pour cela que l'Algérie ne changera jamais, et même des conseillers américains l'ont dit. Ils savaient que, s'agissant de l'Algérie, il est inutile de vouloir la manipuler comme certains régimes arabes, parce que l'Algérie ne changera jamais son soutien. Jusqu'au moment, Inch'Allah, et c'est ma conviction, jusqu'au moment où les Sahraouis seront pleinement indépendants et pourront avoir la parole comme tout peuple, aura sa dignité, aura son indépendance et sa souveraineté pleine et entière. Voilà ce que je voulais dire un peu à propos de Mandela, parce que finalement Mandela est resté égal à lui-même. Depuis le moment où il a été recruté par Sisulu, il est resté profondément combattant à sa manière pour deux peuples, les Palestiniens et Sahara Gharbia. Et aujourd'hui, les successeurs de Mandela continuent à suivre son héritage, c'est-à-dire à ne jamais céder sur le droit des peuples africains à être libres, et que l'on considère que l'attitude du Marzen, pas du peuple marocain, l'attitude du Marzen a toujours été une attitude expansionniste et une attitude qui s'oppose à la libération des peuples. Voilà ce que je voulais dire en gros, parce que je crois que tout le monde sait qui est Mandela. À travers le monde, tout le monde sait qui est Mandela. Mais ce sont ces détails-là qui ne sont pas connus et que l'Algérie, et dont l'Algérie n'a jamais parlé. Par pudeur, on n'a jamais voulu dire nous avons aidé l'Afrique, les Sahraouis de telle manière. Au point où le Maroc a essayé désespérément de dire attention, le problème, nous n'avons pas de problème sur la question du Sahara. Le problème est entre nous et les Algériens. Et on arrive à trouver des gens comme Bolton qui est d'extrême droite, l'ancien conseiller de Trump pendant son premier mandat, et ancien représentant des États-Unis au Conseil de sécurité. Lui avait attaqué violemment l'occupation du Sahara par le Maroc. C'était un ennemi juré du Maroc. Et c'est pour cela que le Maroc a agi sur l'utilisation du lobby sioniste à Washington pour dégommer Bolton de sa place de conseiller principal de Trump dans son premier mandat. Vous voyez un peu comment finalement, sans l'Algérie, sans parler, on ne parlait pas de ce qu'on a fait concernant le mouvement de libération, parce que pour nous, c'était quelque chose que nous avons hérité le 1er novembre 1954. Ce que beaucoup de gens oublient, et ce que Mandela m'avait dit et qu'il a rappelé, c'est que finalement, les Algériens, dans leur appel à la révolte du 1er novembre 1954, et dans la plateforme de la Soumam, la révolution algérienne ne s'est pas contentée. Elle avait un principe de base, pas seulement la libération de l'Algérie, mais la libération de tous les peuples qui étaient sous domination coloniale ou sous régime d'apartheid. Donc il y a eu cette espèce de démarche de tous les présidents de l'Algérie depuis l'indépendance à Tebboune. C'est-à-dire, nous avons des principes sur lesquels a été basée la révolution du 1er novembre, et nous ne céderons jamais sur ces principes-là, et notamment le problème du Sahara occidental. Ce n'est pas le Maroc qui a commencé l'occupation. En fait, les Sahraouis ont créé leur résistance contre l'Espagne, avant le retrait de l'Espagne. Même Franco était d'accord pour se retirer, mais l'extrême droite espagnole à l'époque a préféré
conclure les accords de Madrid pour laisser le Maroc envahir le Sahara. Jamais Franco ne l'aurait accepté. Eh bien, ça c'est un des aspects, moi j'insiste là-dessus parce que aussi, on a été étonné du fait que Mandela finalement connaissait tous ces détails. Il savait que l'Algérie, quand il nous a rendu visite à l'état-major, il savait que l'Algérie avait une certaine pudeur à parler de ce qu'elle faisait. On ne parle jamais de ce qu'on fait. Parce que, contrairement à d'autres, nous n'avons jamais demandé un service en retour. Nous n'avons jamais demandé à nos frères mozambicains, angolais, sud-africains, etc., de nous rendre l'appareil. Non. C'était un principe sacré que nous avons hérité le 1er novembre. Et là, je peux dire officiellement, je peux dire publiquement maintenant, que j'ai été témoin, et je dis que depuis le moment où Mandela a commencé à changer d'attitude, à ne plus croire en la résistance civile, et qu'il a été acquis à l'idée de la lutte armée, depuis, Mandela n'a jamais changé. Et la meilleure des démonstrations, c'est en fait d'avoir parcouru toute l'Afrique indépendante. Il a commencé par Dar es Salaam, la Tanzanie, pour ensuite se rendre en Égypte. Après l'Égypte, ça a été l'Éthiopie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Et de tout cela, il a dit, finalement, pour pouvoir mener la lutte avec Mokoto Sizwe, il n'y a qu'un seul guide possible, c'est l'expérience algérienne avec la LN et avec l'unité de tout le peuple algérien avec leur armée de libération. Parce qu'il y a eu tout le temps des résistances depuis 1830, mais malheureusement, elles étaient toujours localisées dans des régions particulières. Alors que là, il y a eu tout le peuple a été mobilisé. Voilà ce que je voulais dire. Si j'avais plus de force, j'aurais été plus long, plus détaillé. Là, vous m'excuserez si j'ai peut-être été un peu incohérent, mais je tenais simplement à vous rappeler certaines choses que les gens ne savent pas. Et notamment, ce que certains ont cru qu'il y avait un revirement dans l'attitude de Mandela, alors que sa position, l'héritage de Mandela actuellement, est basé aussi sur le soutien très, très fort et la solidarité avec l'Afrique du Sud, avec le Sahara et avec la Palestine sont des principes basés, des principes de base dans notre révolution au 1er novembre et qui ont été également des principes qui ont guidé Madiba dans toutes ses démarches par la suite, jusqu'à faire en sorte que son petit-fils, qui actuellement, peut-être les gens ne le savent pas, son petit-fils maintenant est le leader de la communauté musulmane. Le petit-fils de Mandela, je suis en contact permanent avec lui. Il ne manque jamais dans les appels de dire salam alaikum, etc. Et il est musulman, il dirige la communauté musulmane dans cette démarche-là. Et excusez-moi encore une fois pour peut-être quelques incohérences, mais j'espère plus tard, si Dieu me laisse en vie, j'espère la prochaine fois d'être beaucoup plus clair et beaucoup plus... يعطيك الصحة سي نور الدين جودي. برك سي نور الدين كاين الجامعة الصيفية تاع الصحة الغربية راح تكون الحد الجاي في بومرداس. حبوا لي كادر تقول لهم ميساج بور لي كادر تاع الصحة الغربية. Quel message est-ce que je peux donner à cette école de la race à Boumerdès? Sinon le même message que nous avons toujours donné à nos jeunes. Nous avons dit, n'oubliez jamais les sacrifices de ceux qui ont combattu avant nous. Nous n'avons pas
nous n'avons jamais nié, par exemple, le fait que Moussa El Hajj a été quand même un peu le père de la demande d'indépendance, mais c'était dans un cadre où les Français ne pouvaient rien lui laisser faire. On n'a jamais nié les bonnes intentions des différents partis, celui de Farhat Abbas ou celui de Ulama, etc. Mais nous avons toujours dit que la seule solution, c'était la lutte armée, il fallait se battre, ce que j'appellerais la véritable mission impossible. Comment est-ce qu'on peut battre une puissance comme la France, avec tous les avantages qu'elle avait au Vietnam? Le Vietnam était loin. Le Vietnam était adossé à des pays amis comme la Chine, à des puissances. Mais nous étions en face. Et il fallait moins de 2 heures pour les avions de combat français venir bombarder. Et même la marine française, le Duguay-Trouin dans le temps, et puis entre 1954 et 1962, la marine française bombardait les territoires algériens à partir de ces bateaux de guerre. Donc il y avait tout ce que la France avait comme moyen a été lancé sur l'Algérie, et c'est pour ça, je fais juste un petit crochet, c'est pour ça que j'ai en horreur le fait de parler de la bataille d'Alger. Il n'y a jamais eu de bataille à Alger. À Alger, il y a eu un acte de criminalité de l'armée française face à une organisation de fidéïnes rattachée au mouvement national de libération. Il n'y a pas eu de guerre, de bataille comme deux armées ennemies. Et si les Français ont tenu à parler de la bataille d'Alger, c'est qu'ils voulaient effacer l'humiliation de la bataille de Dien Bien Phu. Moi, je crois, c'est mon avis personnel. J'aurais préféré qu'on évite de dire la bataille d'Alger parce que sur le plan de la sémantique, c'est ce que les Français cherchaient, à dire nous avons gagné une bataille. Ils n'ont pas gagné une bataille. Ils n'ont jamais tué le mouvement de résistance dans la capitale. Même après avoir guillotiné tant de Mousbilines et Mousbilettes. En tous les cas, ce n'est qu'un petit exercice de sémantique. Mais en réalité, je préfère penser à la plus grande réalisation du mouvement de résistance. C'est le fait qu'on a mobilisé tout le peuple. Et il y a un expert américain qui a dit aux Américains, attention, n'intervenez jamais en Algérie. Parce que d'une part, leur armée est très puissante. C'est une armée qui peut, sur le plan de la compétence, les pilotes algériens sont aussi compétents que n'importe quel pilote américain ou russe. Et que, en plus, il y a surtout la résilience du peuple algérien, qui apparaît peut-être qui s'intéresse à d'autres trucs, mais si jamais nous attaquons l'Algérie avec le Maroc et Israël, eh bien, il faudrait que l'on sache que ce serait pour les États-Unis, ce serait pire que l'Afghanistan. Ça, c'est une chose à laquelle il faut réfléchir sérieusement. Que même les Américains, maintenant, à l'école de stratégie de l'armée américaine, on étudie la guerre d'Algérie. On étudie dans le détail, y compris les changements de Mars, etc. En disant que là, ils ont trouvé une espèce de génie chez le peuple algérien qui n'avait pas été utilisé jusqu'au déclenchement du 1er novembre 1951. Et désolé d'avoir repris la parole. قبل ما نحل كلمة السيد الرئيس المدير العام لجريدة المجاهد، أشكر ممثلين مجلس الأمة ومجلس الشعب الوطني اليوم جيراننا ودائما حاضرين معنا في كل المناسبات. بالمناسبة وما نلقى راهم في عطلة إلا أن القضية تهمهم قبل ما يكونوا نوابهم ومناضلين القضية. فبارك الله فيكم على الحضور. أحيل الكلمة إلى السيد الرئيس المدير العام لجريدة المجاهد
ثم كاين إمضاء في اللوحة تاع نيلسون مانديلا اللي ما سنياش يحب يسني في لافيش تاع نيلسون مانديلا. ثم كاين تكريم تاع باسم الشعب الصحراوي إلى المناضل والمجاهد سي نور الدين جودي. وبعد زوج ممثلين عن السفارة اللي حضروا معنا هذا اللقاء، سي دبارة تعرفوه مكلف بالإعلام في السفارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا للمجاهد والدبلوماسي رئيس جمعية أصدقاء الثورة الجزائرية المجاهد نور الدين جودي على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذه المعلومات والمعطيات حول مسار نيلسون مانديلا ومسار الكفاح التحرري لقضايا الشعوب، على رأسها القضية الصحراوية والفلسطينية، وعلى الدور الذي لعبه هذا الرمز التاريخي والعلاقة بينه والجزائر وجنوب أفريقيا. نشكر كذلك جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد على رأسها السيد المدير العام على هذا المنتدى وغيره من المحطات التي نظموها، وهذه الفرص التي لم تضع، وخاصة هذه فرصة هذه السنة، هذا الرمز وإعادة التأكيد على الوفاء بمبادئه وبمساره وبما ضحى من أجله من أجل قضايا الشعوب وقضايا التحرر. نشكر الإخوة السفراء من نيكاراغوا وكوبا وتنزانيا، نشكر الإخوة أعضاء المجلس الشعبي الوطني والفاعلين الحاضرين هنا، والأستاذ المجاهد محرز العماري ووسائل الإعلام على هذا الحضور. هذه محطة وذكرى مهمة ومناسبة تاريخية، مناسبة الرمز نيلسون مانديلا، وهذا المنتدى يعتبر تجديد وتأكيد لمبادئه ومساره ولما ضحى من أجله هو وغيره من زعماء إفريقيا، على رأسهم هواري بومدين وسامورا ميشيل وغيره. إذن هذا التفاتة وهذا وفاء وهذا تمسك بهذه المبادئ وبهذه القيم الثورية، حق الشعوب والتحرر وقضاياها. إذن نشكر جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد على هذه المناسبات وعلى هذه الفرص التي عوضتنا على هذه الوقفات. فالقضية الصحراوية لا زالت منذ 50 سنة، لا زال الشعب الصحراوي صامدا ومصمما وغادرا على مواصلة مسيرته وكفاحه وفرض حقوقه المشروعة من أجل انتزاعها، من أجل سيادته وكرامته واستقلاله. ولا زال اليوم يطالب ومتمسك أكثر من أي وقت مضى بحقوقه من خلال الاتفاقيات التي وقعها مع المغرب سنة 91 تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية. اتفاقيات 91 اتفاقيات السلام التي توكل على حق الشعب الصحراوي، والتي تم بموجبها إنشاء بعثة المنورسو من أجل استفتاء تقرير حق الشعب الصحراوي. وهذا هو الحل العادل والمنطقي والعملي والواقعي لتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه، وأي محاولات خارج هذا المسار تعتبر هي تضييعا للوقت وخروجا عن الشرعية الدولية التي أقرتها القوانين الدولية كقضية تصفية الاستعمار. فالشعب الصحراوي لا زال مصمم وسيبقى مصمم أكثر من أي وقت مضى لانتزاع حقوقه مهما كان الوقت ومهما حاول المغرب وغيره من المناورات والمحاولات. ففي الأيام القادمة باختصار لدينا محطة مهمة، وهي الجامعة الصيفية في طبعتها 13، وهي محطة نضالية
محطة تاريخية مهمة في الجزائر لإطارات جبهة البوليساريو، والتي تعتبر كذلك محطة لتعزيز العلاقات الأخوية وتقويتها، وهي محطة للتكوين ولإشعاع القضية الصحراوية ولتسليط عليها الضوء في مختلف الجوانب من خلال وسائل الإعلام. فمن خلالها نشكر الجزائر شعبا وحكومة على رأسها السيد عبد المجيد تبون على هذه المبادرات وغيرها، على الدعم والمساندة والصمود والثبات في الدفاع عن القضية الصحراوية والفلسطينية من أجل حق الشعوب في تقرير المصير وسيادتها. وشكرا. شكرا للأخ الفاضل ممثل سفارة الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر. كان من المفروض أن يحضر معنا سفير جنوب أفريقيا، ولكن لظروف طارئة دبلوماسية اعتذر عليهم الحضور، وإن شاء الله هما كان تنسيق هذه الندوة، وفي آخر لحظة كان برنامج دبلوماسي بروتوكولي في نفس التوقيت، ولهذا يعتذروا يعني على الحضور. والبركة في الإخوة. فقط أريد أن أرحب بأخينا ممثل سفارة زيمبابوي اللي التحق بنا. وقبل الختام نقول لكم باللي نتلاقاو إن شاء الله إذا طول العمر لو 3 سبتمبر، يعني بعد شهر أوت اللي راح يكون عطلة تقريبا لجميع المؤسسات. نختموا بكلمة الرئيس المدير العام لجريدة المجاهد، لأن فوتنا يعني موسم كان الحمد لله كان موسم كامل بالنجاح. عملنا كل أربعاء كانوا ضيوف مميزين، ثم كان توقيع الطابلو تاع نيلسون مانديلا حتى يقعد ذكرى. ومن بين الناس اللي سنياو في الطابلو هذا وتوفاو سي عبد الحميد مهري ربي يرحمه. سي عبد الحميد مهري سنيا في هذا الطابلو هذا اللي يقعد دائما ان شاء الله للاجيال. سي ابراهيم ختم لنا هذا اللقاء. شكرا سعادة السفراء لحضوركم. شكرا لكل الحضور، الشخصيات لممثلي مجلس الأمة ومجلس الشعب الوطني والمنظمة الوطنية للمجاهدين. شكرا لزميلتي الصحفيات والصحفيين. شكرا لحضوركم هنا. نتمنى حظ سعيد للجامعة الصيفية لإخواننا الصحراويين يوم 3 أوت في بومرداس. حظ كبير إن شاء الله لهذه الوقفة النضالية. وشكرا لكم لأن هذه آخر حلقة. ربما سوف فوروم المجاهد يأخذ قسط من الراحة حتى 3 سبتمبر. C'est un forum qui est désormais ancré dans les traditions médiatiques algériennes. C'est une tribune où tout le monde s'exprime, où tout le monde dit son mot. C'est aussi العطلة هذه ربما سوف تكون فرصة كي نلتقي مرة أخرى بضيفنا الكريم وأخينا وأبانا وكبيرنا سي جودي إن شاء الله ربي شافيه، وباش يكون معنا في بارتير دو موا دو سبتمبر باش يدلينا بشهادات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل الشهادات الأخرى سي نور الدين قال لي نسيت حاجة لازم يقولها لنا. اسمحوا لي إذا أخذت الكلمة مرة ثانية، ولكن نحب نأكد على نقطة هامة. لما سمعت أخونا وصديقنا من الصحراء يتكلم بالشكر للجزائر، وكما جنوب افريقيا تكلمنا على مانديلا والاخر كلهم
مثلا في التلفزة بجنوب افريقيا لما قالوا لي احنا لا ننسى ونشكر الجزائر. يود نأكد على نقطة، لا شكر على واجب، لأنه بالنسبة إلينا قضية الصحراء قضية مقدسة، وفلسطين هي قضية مقدسة، ولا واحد يقدر يغيرنا من هذا النبوة. هذه نقطة هامة وبود الناس تفهمها مليح. بارك الله فيك. نوصلوا للتكريم تاع سي نور الدين جودي من طرف الإخوة الصحراويين والإخوة اللي يحبوا يتفضلوا. نسمح حتى نوقف. خليوا الوفد الاعلامي الصحفيين يتفضلوا مع سي نور الدين جودي.